Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, bon jeudi, bienvenue à l'émission J'aime le communautaire, présentée par le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, le ROC Estrie. Alors, Claudia Fioré-Leduc avec vous pour animer cette belle heure en bonne compagnie, toujours pour ceux et celles qui écoutent l'émission. Depuis le 9 septembre, on vous présente des ressources communautaires autonomes, estriennes, bien ancrées dans leur communauté. Aujourd'hui, jeudi, le 2 décembre, au lendemain de la Journée mondiale de lutte au VIH-Sida, notre thème va tourner autour de la santé sexuelle et reproductive parce qu'on a le plaisir d'accueillir en studio la directrice de l'Arche de l'Estrie, Valérie Sanson. Et on aura en deuxième partie d'émission une entrevue téléphonique avec la directrice de l'organisme SOS Grossesse, Pascal Hamel. Donc, au menu, toutes sortes d'informations, entre autres sur le VIH-Sida, parce que c'est une épidémie, une pandémie qui existe toujours. Il n'y a pas juste la COVID-19 dans la vie. Et on commence cette émission avec une pièce thématique des colloques qui se nomme Séropositif Boogie. Alors, merci les colocs pour cette belle pièce chantée par l'harmoniciste du groupe Patrick Esposito Di Napoli qui est décédé du sida en 1994. Donc, ça met la table parce que hier, comme je le disais en introduction, c'était la Journée mondiale de lutte au VIH-Sida et j'ai la directrice de l'Arche de l'Estrie, Valérie Sanson, avec moi. Bonjour Valérie. Bonjour Claudia. Alors, la Journée mondiale de lutte au VIH-Sida, c'est quoi ça exactement? Bien, en fait, c'est vraiment une journée de commémoration pour toutes les victimes qui sont décédées du sida par le passé et pour les gens qui vivent encore avec le VIH de nos jours. Donc, c'est vraiment une journée qui a été mise sur pied à la fin des années 80, due à l'épidémie, justement, qui frappait fort là, dans les années 80, avant même qu'ils puissent avoir les traitements. C'était un moment où on pouvait se ressourcer pour, justement, à la mémoire des gens qui ne savaient pas exactement ce qui se passait nécessairement à cette époque-là, mais qu'on a, avec les années, là, découvert un peu plus ce qu'était le VIH et le sida. Comment ça fonctionnait dans le corps et tout ça. Donc, on va en parler, on va prendre le temps, c'est ça, de démystifier un peu parce que c'est comme une épidémie ou une pandémie qui est un petit peu plus invisibilisée, disons. On en parle moins. Même chez les jeunes, on peut entendre aussi tu sais, dans le fond, c'est plus trop pris au sérieux, en fait, là, comme maladie. Donc c'est ça, c'est vraiment le VIH, c'est apparu dans les années 80, puis ça a été juste dans les années 90 qu'il a pu avoir des traitements. Oui, exactement. Dans le fond, il y a eu plus de 15 ans là, où les gens décédaient sans avoir la chance d'avoir des traitements. Les traitements sont apparus en 96, puis les traitements n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui non plus. C'est quand même important de le mentionner. C'était des traitements beaucoup plus nocifs sur la santé. Il y avait plus d'effets secondaires, d'impact, puis il y avait beaucoup de comprimés à la fois, comparativement à aujourd'hui où on a la chance d'avoir pour plusieurs un comprimé par jour, ce qui est quand même avec des effets secondaires vraiment limités. Fait que ça, c'est toute une avancée qu'on a pu avoir à la fin des années 90, là. Effectivement. Si vous êtes intéressé, parce qu'on ne va pas s'étendre 1000 ans sur toute l'historique du sida, mais c'est hyper intéressant. On jasait un petit peu avant l'émission. Il y a un film très bien fait avec Julia Roberts qui s'appelle... Un cœur normal. Un cœur normal ou The Normal Heart, de mon super accent anglais. Et ce film-là relate vraiment dans la communauté, en fait, homosexuelle à New York, en fait. Donc, ça relate tout le début de l'épidémie. C'est un film hyper touchant, hyper bien fait pour bien comprendre là, dans quel, en fait, univers là, on se trouvait là, dans les années 80 au milieu de cette pandémie-là. C'est sûr que le film Philadelphia, aussi Philadelphie, avec Tom Hanks, mais qui couvre comme un autre volet un petit peu plus légal de tout ça. Donc, si on prend le temps, là, on a les gens avec nous pour parler de quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de parler souvent. Est-ce qu'il y a une différence entre le VIH, le sida? Et si oui, c'est quoi?
Oui, certainement. Puis en fait, c'est ça, on essaie déjà d'utiliser vraiment le terme VIH parce que c'est le terme à adopter parce que si on veut vulgariser au niveau du sida, c'est d'une certaine façon la phase terminale de la maladie. Ouais. Donc, de nos jours, heureusement, on est chanceux. Avec les traitements, les gens ne se rendent plus à cette phase-là. Donc, sont porteurs du VIH, mais ne se rendent plus à la phase sida. Donc, ne vont plus décéder de cette maladie-là qu'on appelait le sida à l'époque. Et qu'est-ce que veut dire VIH? C'est le virus d'immunodéficience humaine. Donc, c'est vraiment un virus qui s'attaque au système immunitaire. Ouais. C'est vraiment ça. Puis quand le système est complètement affaibli, qu'on n'a plus du tout de capacité de se remettre, exemple, d'un petit rhume ou quoi que ce soit, c'est là où on se retrouve dans la phase sida. Et là, c'est le virus qui est devenu... qui est devenu acquis, là, en fond. Là. Ça a vraiment affecté l'ensemble du système. Oui, puis c'est comme... on dit que c'est comme irréversible, mais en fait, il y a des gens... On a côtoyé des gens, parce que j'ai déjà travaillé avec toi à l'Arche de l'Estrie, qui seraient revenus de cette phase-là, sida, qui avait été diagnostiquée, mais qui ont été capables, là, en fait, de revenir puis de recouvrer quand même une certaine santé puis de pas nécessairement en décéder, mais c'est plutôt rare. Puis, dans le fond, on sait qu'on ne décède pas nécessairement du VIH ou du sida, on décède de d'autres choses qu'on attrape puis que notre système immunitaire il est juste plus capable de rien gérer, en fait. Donc, c'était souvent les pneumonies ou... Oui, les poumons vont souvent être attaqués à ce moment-là. Comme à chaque fois que le système est plus faible, on va le voir quand on a un rhume, une grippe, ça peut... se tourner en pneumonie parce que c'est là où souvent notre système est plus vulnérable. Fait que c'est la même chose au niveau du VIH. Exact. Donc, le VIH, c'est ça, c'est très différent. Il y a la notion aussi d'appellation. Là, on n'appelle plus les gens qui ont le VIH des sidéens. Hein? Non, pas du tout. Non. Puis en même temps, c'est ça, c'est aussi de les ramener à une époque qui n'est plus du tout d'actualité quand on les nomme de cette façon-là. Fait que c'est vraiment des gens qui vivent avec le VIH ou qui sont porteurs du VIH. Le terme séropositif, on l'entend encore, mais pour plusieurs, c'est vraiment privilégié de nommer qu'ils vivent avec le VIH plutôt que séropositif. Mais ça devient pour certains des choix un peu plus personnels, mais en général, nous, on mise vraiment sur le terme vivant avec le VIH. Parce qu'à l'Arche de l'Estrie, on ne l'a peut-être pas nommé depuis le début de l'émission, mais vous êtes un organisme qui vient en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH. Oui, exactement. Dans le fond, notre mission, c'est vraiment d'améliorer ou de maintenir des saines habitudes de vie pour que le traitement soit le plus efficace possible, pour que les gens puissent avoir une vie la plus normale qui soit. Oui, puis on va en parler. L'émission va donner l'occasion, en fait, de démystifier un peu c'est quoi vivre avec le VIH en 2021. Donc, il y a une thématique à chaque année en lien avec la Journée mondiale de lutte au VIH-Sida, parce que oui, c'est une journée de commémoration, mais c'est aussi une journée de lutte. Il y a souvent les revendications liées au fait que, le bon exemple, c'est que là, on a une pandémie de COVID-19 et en très peu de temps, un vaccin a été développé et on a le VIH qui est là depuis les années 80 puis qui n'a toujours pas de vaccin ou de médication qui puisse guérir, en fait. Les gens vivent avec ça, ont un traitement avec une bonne santé, mais on ne peut pas guérir de cette maladie-là. Donc, c'est quoi la thématique cette année? Bien, cette année, au niveau d'ONU-SIDA, c'est vraiment de mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux épidémies. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le terme général de l'ONU-SIDA. À ça, on a aussi une riposte communautaire qui a été mise sur pied par notre regroupement. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. Votre regroupement qui regroupe d'autres organismes comme l'Arche? Oui, comme l'Arche. En fait, c'est tous des organismes qui sont soit en soutien ou en prévention pour le VIH. Donc, il y en a partout au Québec. Fait que c'est à Sherbrooke, l'Estrie, c'est l'Arche. Mais pour les autres régions, là, vous pouvez trouver facilement un organisme qui peut répondre à vos besoins. Et dans cette riposte-là, c'est vraiment axé sur plusieurs axes, dont, entre autres, le dépistage, l'accessibilité au traitement et d'avoir des services adaptés aux besoins. OK. Différentes cibles là, à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Donc, si on parle, premièrement, si je prends le premier volet là, en lien avec le dépistage, as-tu des éléments importants là, à porter à l'attention de nos chers auditeurs, auditrices en lien avec ça?
Bien, c'est sûr que le dépistage, c'est la clé, là, Ouais. évidemment, parce que le VIH, c'est vraiment asymptomatique. Donc, on peut vivre plusieurs années en ayant le VIH sans s'en rendre compte, en ayant l'impression qu'on est en parfaite santé. La seule façon de pouvoir découvrir notre statut sérologique, c'est vraiment le dépistage. Ouais. Et c'est sûr qu'avec la pandémie de la COVID-19 présentement, le dépistage, malheureusement, a été un petit peu mis de côté pour les besoins de la cause. Là. Les infirmières étaient évidemment oui, tout le monde nécessaires à d'autres endroits, là, on peut le comprendre, mais en même temps, le message qui est important de retenir, c'est que le dépistage, c'est la seule façon de pouvoir connaître son statut. Et là, c'est accessible, donc c'est le temps d'en profiter, de pouvoir aller se faire dépister. Les dépistages, c'est pas aussi épeurant qu'on pouvait le prétendre par le passé. C'est vraiment une prise de sang. On n'est plus... c'est aussi simple que ça, là. Fait que ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit dépistage s'il y a eu des comportements à risque, que ce soit au niveau des relations sexuelles qui soient non protégées ou bien au niveau de la consommation ou s'il y a eu des contacts sang à sang. C'est vraiment une belle occasion d'aller faire un petit bilan de santé juste auprès du dépistage. Parce que là, oui, c'est ça, on n'est pas dans tout le domaine de toutes les autres ITSS, mais tu sais, il y a quand même une flambée aussi là, des cas, autant du VIH, peut-être moins du VIH, mais oui, du VIH, puis aussi des ITSS en général. Là. Donc, c'est important d'aller se faire dépister. On y va pour la COVID. On y va aussi pour ce qui est ITSS, puis tu l'as bien dit, puis je vais le répéter, hein, c'est asymptomatique, un peu comme beaucoup de gens qui ont contracté la COVID-19 aussi pouvaient l'être. Donc, le VIH, il n'y a pas moyen de savoir là, vraiment que vous l'avez, puis bien, pendant ce temps-là, vous ne le savez pas. Puis si vous continuez d'avoir certains comportements à risque, bien, vous pouvez le transmettre là, sans même le savoir. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est ça qui fait que le VIH est encore présent. On parle de combien de personnes? Bien, au Canada, il y a environ 62 000 personnes qui sont porteuses, de gens qui ont déjà un diagnostic. En 2019, parce que là, nos statistiques, évidemment, dans les dernières années, sont plus difficiles à avoir, puis il n'y avait pas vraiment de dépistage. Donc, en 2019, juste au Québec, on voyait qu'il y avait 310 nouvelles infections, donc des gens qui ont pris le temps par année, exactement. Donc, c'est près d'un diagnostic de VIH par jour seulement au Québec. Et dans l'ensemble du Canada, c'est environ 6 nouveaux diagnostics par jour. Ça, c'est les gens qui ont pris le temps d'aller se faire dépister, évidemment, mais on peut présumer qu'il y a environ 13 % supplémentaires là, qui pourraient être ajoutés à ce chiffre-là. C'est quand même des statistiques importantes, considérant qu'on a les moyens de pouvoir être préventif avec le port du condom ou en ayant du matériel stérile et sécuritaire. Donc, c'est vraiment de la mésinformation ou bien, à certains niveaux, peut-être de la banalisation de la maladie aussi, étant donné qu'il y a un traitement. On a l'impression que c'est plus banal de pouvoir le contracter, mais c'est surtout au niveau des effets... tout au niveau relationnel, au niveau social aussi. C'est là où il y a vraiment des impacts qu'on va pouvoir donc, même si on n'est plus à l'époque, justement, où c'était de recevoir un diagnostic positif au VIH, c'était comme un diagnostic de mort. Là, c'est plus le cas, mais il y a quand même des difficultés associées à ça. Et avant qu'on aille à la petite pause musicale, juste rappeler aussi aux gens que si vous voyez des gens porter le ruban rouge, hein, c'est ça, le ruban officiel. Un des premiers, en fait, rubans qui est apparu. Tout à fait. C'est le ruban rouge avant toutes les autres, là, le vert, le blanc, le rose, etc. Donc, le rouge, c'est pour la lutte au VIH-Sida. Et on s'en va en musique avec Bruce Springsteen. De retour à l'émission J'aime le communautaire avec la thématique santé sexuelle reproductive. Hein? On parle du VIH-Sida en première partie, toujours avec la directrice de l'Arche de l'Estrie, Valérie Sanson. Mais restez avec nous hein, parce qu'après, à la moitié de l'émission, on va avoir aussi une entrevue avec la directrice de SOS Grossesse, Pascale Hamel. Donc, on parlait de la Journée mondiale de lutte au VIH. On parlait un peu que la vie avec le VIH maintenant n'était plus du tout la même là, qu'au début de cette pandémie-là. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire maintenant vivre avec le VIH?
Bien, en fait, grâce, entre autres, au traitement, les gens qui vivent avec le VIH peuvent avoir une espérance de vie comme la population générale. Fait que ça, c'est vraiment toute une avancée qu'on mentionne très peu, mais les gens, en général, ne sont pas nécessairement au courant, mais c'est toute une avancée. Maintenant, on peut même certifier au niveau médical et scientifique que les gens qui sont en traitement et qui deviennent indétectables, donc le traitement arrive à endormir suffisamment le virus dans le corps pour qu'il ne soit plus en mesure de le transmettre. OK. Fait que nous, on dit que c'est I égale I, donc indétectable égale intransmissible. OK. Donc, quand on prend notre médication régulièrement, bon, comme c'est prescrit, en fait, le virus, dans le fond, c'est ça, il devient plus du tout actif dans notre corps. Tu disais, il est comme endormi. En fait. Il n'est pas suffisamment actif pour qu'on puisse le détecter dans le fameux dépistage, comme on parlait. Donc, c'est sûr que si les gens cessent le traitement, le virus va facilement revenir. C'est vraiment juste... la façon la plus simple de l'imaginer, c'est vraiment qu'il est en dormance pendant le temps du traitement. Et ça fait que tu peux pas le transmettre. Exactement. Donc, de pouvoir avoir des relations sexuelles sans avoir la crainte de pouvoir transmettre, c'est vraiment toute une avancée pour la vie affective et sexuelle. Donc, I égale I, indétectable égale intransmissible. Donc, ça fait que, c'est ça, on ne peut pas le transmettre. Ça fait, qu'est-ce que ça peut changer pour quelqu'un qui vit avec le VIH, qui est en couple, par exemple? Ou, Bien, en fait, ça peut permettre d'avoir une vie, je dis en parenthèse, normale, tu sais, de pouvoir avoir un conjointe ou pouvoir avoir des relations avec quelqu'un sans avoir la crainte de le transmettre. Et pour le partenaire, pas avoir la crainte de le contracter non plus. Aussi. Fait que ça, c'est quand même tout un avantage. Ce que ça a aussi comme avantage pour les femmes qui désirent avoir des enfants, c'est possible maintenant de pouvoir avoir des enfants et de ne pas le transmettre au nouveau-né, là, au moment de la naissance. Il y a tout un traitement qui est mis en place pour le bébé, un traitement préventif pour éviter qu'il puisse être porteur du VIH. Donc ça, c'est toute une avancée. Oui, c'est assez fabuleux, là, ça. Exactement. Puis ça, c'est la prophylaxie post-exposition. On peut le voir auprès des bébés, mais auprès de la population aussi, si on est en contact avec quelqu'un qui a une charge virale élevée et qui a un risque de croire qu'on a pu avoir contracté le VIH, il y a la post-exposition qui est possible dans les 72 heures, pouvoir se rendre à l'urgence pour éviter de contracter le VIH. Ça aussi, c'est tout un avancé qu'on a qui nous permet de limiter vraiment la transmission. Donc, ce traitement-là, si on pense qu'on a eu là, vraiment un comportement à risque, comme tu dis, on se présente à l'urgence, on peut expliquer la situation, puis on peut avoir accès à ce traitement-là. Ça, c'est assez récent, hein, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même quelques années là, que ce traitement-là existe, mais il est quand même un peu plus accessible et connu. C'est l'avantage, effectivement. Donc, tu sais, que ce soit, exemple, quelqu'un dans le milieu hospitalier qui se pique avec une seringue, ou peu importe, ou bien une relation où le condom peut avoir percé, où on sait qu'il y a un risque réel de pouvoir transmettre, ça peut être une option envisageable. Mais les options là, générales là, pour qu'on fasse en sorte de ne pas contracter le VIH, ça serait quoi, Valérie? Bien, à la base, la prévention, c'est toujours la meilleure solution, hein? Ça, c'est sûr. Pour les relations, évidemment, peut-être pas toujours agréable, mais le port du condom est quand même toujours une bonne option tant qu'on n'a pas fait de dépistage, puis tant qu'on n'a pas un partenaire stable également. Sinon, d'avoir du matériel stérile pour la consommation, que ce soit au niveau des seringues, au niveau des pipes à crack, même tout le matériel d'inhalation. Il faut vraiment du matériel stérile pour éviter la transmission du VIH. Le plus possible. Il faut quand même dire que le VIH à l'air libre, c'est pas un virus qui se transmet facilement. Hein, puis tu sais, je prends la peine de dire qu'on le transmet. On ne l'attrape pas comme une grippe ou une gastro. Ça prend vraiment... Ni même comme la COVID. Non, même si on fait des fois le parallèle avec la COVID, c'est quand même bien différent. Il faut vraiment qu'il y ait un contact de sang à sang ou un des liquides sexuels qui soit en contact avec un autre. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. On n'en avait pas parlé, là, mais tu sais, il y a un mythe aussi. Là, on parle de liquide, mais tu sais, si par exemple, j'embrasse quelqu'un qui vit avec le VIH,
VIH et tout ça, est-ce que le fait d'embrasser peut me mettre à risque? Aucunement, Ah non? aucunement. Ah bon, Le super. fameux mythe de la salive, Ouais. c'est vraiment le mythe le plus persistant. Mhm. Pourtant, c'est complètement faux. Il faudrait un genre de méga galon, là. Ah non, 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 non. Ça, c'est vraiment aussi un mythe persistant et je mets au défi quiconque de boire des litres de, de salive. Ça donnerait rien, il n'y a aucun risque. Il y a pas de... C'est pas un liquide qui est porteur, qui peut être porteur du VIH du tout. Me voilà rassurée. Voilà. Je vais pas faire ça. C'était mon plan en fin de semaine. Change de plan. Mais dans les mythes qui sont persistants aussi, il y a au niveau de la sueur, des larmes, des urines, des selles. C'est tous des liquides qui sont aucunement porteurs et ça peut pas être un vecteur de transmission là, pour le VIH. Bon. C'est vraiment au niveau du sang, au niveau des liquides sexuels. Et le lait maternel qui peut avoir un impact. Oui, donc ça, c'est important, c'est ça, là, aussi, mais il y a tout un volet, là, c'est peut-être un peu pointu, là, mais il y a tout un volet là-dessus, là, si jamais une personne qui vit avec le VIH veut justement allaiter son enfant, puis ça, il y a des moyens, là, d'éviter la transmission, comme tu disais tout à l'heure, là, au niveau oui, puis pour plus d'informations, de toute façon, quand c'est rendu quelque chose un peu plus précis comme ça, vous pouvez toujours nous contacter, puis ça va nous faire plaisir. Oui, effectivement. Donc, merci Valérie. On va aller à un petit volet pub et pause publicitaire et on vous revient après avec l'entrevue avec la directrice de SOS Grossesse. De retour à l'émission J'aime le communautaire avec la belle pièce musicale de Mano Solo, lui aussi, qui vivait avec le VIH. Donc, on change un petit peu de créneau. On va parler un peu plus de santé reproductive avec la directrice de l'organisme SOS Grossesse, Pascale Hamel. Pascale, est-ce que tu es au bout du fil? Oui, je suis là. Claudia, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Alors, merci d'être avec nous là au téléphone aujourd'hui pour nous parler de SOS Grossesse. Pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est SOS Grossesse, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, dans le fond, SOS Grossesse, on vient en aide aux femmes, jeunes filles, personnes trans et non-binaires là, qui ont peur d'être enceintes, qui vivent une grossesse imprévue ou qui vivent des difficultés pendant la grossesse, ainsi que leurs proches. Donc, ça peut être autant la partenaire, les parents, les intervenants, les amis, des fois, qui pourraient appeler parce qu'ils ont des inquiétudes ou ils aimeraient ça aider la personne qui vit une grossesse non planifiée. OK. Oui. Et voilà. SOS Grossesse existe depuis quand? Depuis 1988, ça fait donc 33 ans là, que l'organisme existe, dans la région de l'Estrie. Donc, on a vraiment développé là, une expertise d'intervention et de prévention au niveau des grossesses non prévues dans la région. Là. Et comment on peut vous contacter? Comment ça fonctionne si je me pose des questions? En ce moment, justement, je crois que je suis enceinte. Oui, dans le fond, on a le service d'écoute téléphonique. Donc, la personne peut appeler. Okay. Il y a un numéro de la région, il y a un numéro sans frais également. On peut également nous contacter via l'aide courriel. Donc, il y en a des fois qui préfèrent faire ça par écrit, parce que peut-être qu'il est minuit le soir ou 3 heures du matin. Puis, je me pose des questions. Donc, ils envoient leurs questions et on va leur répondre le plus rapidement possible. On a également le service de clavardage qui est nouveau, dans le fond, depuis 1 an. Oui, c'est ça. Donc, fait que quand on est sur le site Internet oui, j'ai vu ça. de l'organisme, s'il y a une intervenante qui est disponible, ça dit, dans le fond, il y a une petite bulle qui apparaît. Donc, ça fonctionne très bien. Ça l'a ouvert en début novembre l'année passée, là, suite à la COVID et tout ce qui s'est passé. On a eu des sous pour ça. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. Mais c'est toujours, les organismes, on recherche toujours du financement. Puis pour qu'il y ait une intervenante de disponible, ça prend des sous supplémentaires. Ça prend une intervenante supplémentaire. Donc, puis en 1 an, là, c'est presque 200 demandes là, qu'on a eues par le clavardage. Donc, c'est vraiment là une augmentation des services. Puis une autre façon de rejoindre la clientèle, là, c'est ça. Puis souvent, les gens, des fois, par clavardage, c'est plus rapide, par contre, que par téléphone. Des fois, tu as plus le temps. Donc, clavardage, c'est bon, ils posent leurs questions directes, puis
on peut faire un bon bout avec eux autres, mais s'ils ont juste quelques minutes, on essaie de répondre le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment merveilleux, hein? Quand on voit encore à quel point le milieu communautaire autonome, on s'adapte, on s'adapte aussi à l'époque dans laquelle on vit, là. Tu sais, je pense pas qu'au début d'SOS Grossesse, vous pensiez pouvoir arriver là un jour avec un service de clavardage. Là, c'est vrai que c'est très simple. Hein? On arrive sur votre site web, puis tout de suite, la fenêtre, elle s'affiche, on peut poser une question. Donc, c'est vraiment, ça montre aussi, vous mettiez en lumière à quel point il y avait eu beaucoup de demandes à travers ce nouveau service-là. Ça montre que c'est un besoin chez les gens. Puis on a toujours eu vraiment le souci à SOS Grossesse, justement, de s'adapter, adapter nos services à l'ère de ce qui se passait, tout ça. Je sais qu'on avait été en l'an 2000, dans le fond, c'est là qu'on a parti, nous autres, l'aide courriel. Okay. Puis on était pas mal un des seuls en Estrie à en faire. Il y avait Montel-Jeune qui en faisait, mais sinon, ça fait quand même une vingtaine d'années, puis on a régulièrement des gens qui nous écrivent, donc il n'y a pas beaucoup d'organismes qui font ça. C'est sûr, c'est une autre façon d'intervenir aussi, parce que d'aller chercher l'émotion par l'écrit, reformuler, des fois on pose plus de questions pour que la personne se questionne chez elle si elle est à risque vraiment, etc. Donc, c'est quoi les ressources? Donc, c'est une belle façon quand même d'intervenir par courriel, mais ça n'empêche pas que l'aide directe par téléphone, l'aide directe aussi, les gens peuvent venir passer un test de grossesse à nos locaux. Okay. Les locaux sont confidentiels. On est au centre-ville de Sherbrooke, mais on donne l'adresse sur rendez-vous. Okay. Puis, c'est gratuit. On fait aussi de l'aide au choix. Donc, quand une personne n'est pas certaine, elle se questionne, je suis enceinte, c'est pas prévu, ou je suis enceinte, c'était prévu, mais je vis une séparation, qu'est-ce que je fais? Donc, on n'est pas là du tout pour l'influencer, la conseiller, mais vraiment l'aider à trouver le meilleur choix dans sa situation, l'éclairer, être là avec elle dans cette situation qui peut être difficile. Donc, des rencontres d'aide au choix ou de relations d'aide aussi des fois. Si y a un choix qui a été fait, qui a été difficile, la personne a besoin d'un suivi, on peut faire des rencontres de relations d'aide. Puis également, il y a l'accompagnement à l'interruption de grossesse qu'on offre. Ouais, okay. Donc, des fois, il y a des femmes ou des personnes qui sont seules, qui n'ont pas nécessairement le goût d'en parler à leurs proches, peur d'être jugées. Déjà, elles se jugent souvent elles-mêmes. Hein? Ouais. Donc, on peut les accompagner là, à l'interruption de grossesse là, à la clinique de Sherbrooke. Là. Et j'ai vu aussi sur votre site web qu'il y avait un volet aussi qui s'adresse aux hommes. Donc, il y avait un petit onglet sur lequel on peut cliquer, puis peut-être que c'est ça, si on est conjoint, partenaire ou autre, puis qu'on se pose aussi des questions en lien avec peut-être ce que vit quelqu'un qu'on connaît ou notre partenaire qui vit une grossesse. Vous avez comme adapté un peu aussi vos informations? Oui, c'est sûr que le choix revient à la femme, à la personne enceinte, mais l'homme vit aussi quelque chose, le partenaire vit des choses, ça se peut que lui, il pense pas nécessairement le même choix qu'elle, ou il se sentait pas prêt, elle se sent prête, donc il vit des choses, puis c'est important de les écouter quand même là-dedans, même si le choix final ne lui revient pas. Il y a des droits, il y a des responsabilités selon le choix que la femme va prendre, mais on est quand même là pour les écouter dans ce qu'ils vivent. Ils peuvent nous contacter par les différentes offres de services. Puis, on a le souci aussi là dans nos activités de prévention, dans les écoles, dans les organismes, etc., de rejoindre les hommes aussi, de rejoindre les jeunes hommes. Bien sûr. Pour les sensibiliser, ça peut arriver une grossesse imprévue, puis tu n'as pas nécessairement le choix final. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux peut-être utiliser le condom, en plus que ta partenaire prend une méthode, où tu peux peut-être vérifier quelle méthode elle prend, t'informer, voir, peut-être tu peux t'impliquer dans sa prise de contraception en disant, écoute, une fois par mois, elle c'est une fois par mois qu'elle doit le changer, écoute, je mets ma petite alarme, moi aussi, on va être deux à y penser. Tu sais, il y a une responsabilité aussi, parce que s'il ne souhaite pas vivre une grossesse imprévue, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que sinon, le choix final ne lui revient pas. Donc, pour ne pas mettre le blâme sur la femme non plus, qui devient enceinte par un oubli peut-être de méthode. Donc, puis la double contraception, ça peut aider. Dans le fond, la double protection, condom et une c'est autre pas méthode. mal le message aujourd'hui, là. Protégez-vous, c'est bien important. Oui, tantôt, tu avais comme invité, c'est ça, là, l'Arche, donc, au niveau du VIH, c'est ça qui est important. Effectivement. Ça. Donc, en plus de faire du soutien direct, comme vous disiez, puis tout ça, avec les gens qui prennent contact avec vous, qui se posent des questions, etc., là, tu as ouvert la porte vers le fait que vous alliez dans les écoles secondaires. Donc, vous faites de la sensibilisation et tout ça. C'est quoi un peu, là, en ce moment, les campagnes, les projets auxquels vous collaborez en termes de sensibilisation en lien avec les grossesses, la santé reproductive?
Bien, c'est sûr qu'on est on va dans les écoles, dans le fond secondaire de l'Estrie. C'est les écoles la plupart du temps qui nous appellent. On est une petite équipe, hein, fait qu'on peut pas faire toutes les écoles. On aimerait bien ça un jour, hein, c'est peut-être un rêve. Mais dans le fond, les écoles nous contactent et présentement, on fait secondaire 3, 4, 5. Donc, on a des thèmes différents qui sont adaptés selon ce que le ministère de l'Éducation voulait, dans le fond, avec le retour des cours d'éducation de la sexualité. Donc, c'est ça. Il y a des thèmes différents selon les niveaux. Mais on va également dans les organismes communautaires. La semaine dernière, c'était un café jeunesse emploi. On peut aller dans une maison de jeunes, on peut aller dans un centre de femmes. Fait qu'on on adapte les activités selon la clientèle, selon l'âge, les thèmes aussi que la clientèle ou l'organisme souhaite aborder avec leur clientèle. Ça peut être également les personnes immigrantes qui ont besoin d'être bien informées. Des fois, il y en a qui arrivent ici, ils ne savent pas nécessairement quelle méthode contraceptive, ils ne connaissent pas les ressources. Donc, vraiment, on s'adapte là, aux organismes et aux écoles qu'on va, dans le fond, en offrant des activités la plupart du temps gratuites. On demande des fois une contribution dans les écoles là, de 25 par animation, qui est vraiment une contribution symbolique, parce que ça coûte plus que ça, offrir une animation. Mais ça nous aide des fois à avoir un petit peu plus de sous pour continuer de pouvoir les offrir. Donc, ça me permet de faire le pont, un peu que justement, pour continuer d'offrir comme ça toutes sortes de projets, d'ateliers, de services gratuits, il faut qu'on soit financé adéquatement, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Hein? C'est ça. C'est sûr que, tu sais, moi, ça fait presque 24 ans que je travaille à SOS Grossesse. C'est sûr que j'ai vu l'évolution de l'organisme, les budgets qui ont quand même augmenté, grandi, mais plus que tu as de budget, plus que tu peux offrir, et là, plus que tu offres, plus il y a de la demande. Donc, à ce moment-là, mais c'est sûr qu'on pourrait, on est une petite équipe, hein, on est, présentement, on est 2 temps plein, 3 temps partiels. On pourrait être facilement 7 temps plein pour couvrir tout le territoire. Là. Et pour offrir les services plus de 9 à 9, parce qu'on est plus, on a 9 à 5, quelques soirées en clavardage, mais on n'est pas là le week-end. Donc, effectivement. C'est ça que... Et c'est quoi les thématiques, Pascal, là, tu m'as envoyé en préparation de l'émission des campagnes de sensibilisation. C'est quoi un peu les thématiques cette année? Tu veux dire au niveau des campagnes dans les écoles? La campagne, là, il y avait la campagne, je crois. Oui, tu as raison. C'est mon droit ou t'as raison. Mon choix. Ça doit être ça. Tu as raison. Oui. Excuse-moi, on a plein de projets, hein, à un moment donné. Je sais on a lancé la campagne Tu as raison, c'est la bonne, dans le fond, au printemps dernier. Oui, on l'a lancé en juin avec l'organisme SOS Grossesse de Québec, Grossesse Secours de Montréal, puis notre organisme SOS Grossesse Estrie, en soutien également avec la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qu'on appelle la FQPM. Donc, c'est une campagne de sensibilisation, d'information sur le droit et l'accès à l'avortement. On a remarqué ces dernières années qu'il y avait une montée des groupes anti-choix, dans le fond, qui désinformaient la population par rapport à l'avortement. Donc, on a eu une offre, dans le fond, un budget pour faire une campagne. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, mais on est quand même fiers de ce que ça l'a donné. Le but, c'est vraiment de donner les vérités. Hein. Il y a des mythes par rapport à l'avortement. Nous autres, dire, voici les vérités. Et voici, tu as droit. C'est confidentiel. À partir de 14 ans, tu n'as pas besoin d'avoir l'autorisation de tes parents ou tu n'as pas besoin d'avoir l'autorisation de ton partenaire. Défaire des mythes, là, ça ne cause pas de dépression. Ça ne te rendra pas infertile. Puis ça, c'est des mythes que les anti-choix, malheureusement, utilisent souvent. Et ce qui fait que ça amène des inquiétudes aux femmes. Les femmes doutent, elles sont pas certaines des fois. Puis là, ça amène encore plus de doute, puis de culpabilité aussi que les anti-choix, malheureusement, font avec les femmes qui les contactent. Au Québec, on est seulement 3 organismes pro-choix d'intervention, de référence et d'information. Donc, SOS Grossesse Estrie, Grossesse Secours et SOS Grossesse Québec. C'est sûr qu'il y a plein de groupes autour qui sont pro-choix, là, puis c'est super parce qu'on sait qu'ils nous soutiennent. Mais malheureusement, au Québec, il y a environ une trentaine de groupes anti-choix qui se disent pro-choix. Donc, ça vient mélangeant pour les femmes, surtout avec Internet. Tu marques le mot avortement. Tu peux arriver sur un groupe que finalement, ils vont essayer de t'influencer pour pas que tu te fasses avorter. Ils vont utiliser des mots pour te rendre plus coupable d'être devenue enceinte et de penser à l'avortement. Donc, nous, on essaie vraiment par cette campagne-là, vraiment de sensibiliser autant les intervenants, mais les femmes, les personnes qui sont enceintes, qui ont un choix à faire. Puis si c'est le choix qu'ils pensent,
c'est leur choix, puis c'est le bon choix à ce moment-là de leur vie. Peut-être dans 5 ans, ça serait un autre choix. Mais là, présentement, c'est le choix qu'ils pensent et on veut que les gens soient bien informés. Donc, ton Alors, choix... on a relancé la campagne à l'automne, là, vu la montée des choix. Là, en septembre, oui. Ouais. Donc, ton choix, c'est le bon choix, c'est ça? Moi, j'étais tombée... Tu as raison, c'est la bonne. Oui, tu as raison, c'est la bonne. La bon, c'est la même chose, ça veut dire la même chose, pardon. Mais moi, j'étais tombée sur la capsule vidéo. Hein? Il y a des capsules vidéo, puis il y a des affiches. Moi, j'étais tombée sur une capsule vidéo qui était très pertinente. En même temps un peu humoristique, mais avec un beau, c'est ça, un très beau, très intéressant et tout ça, on comprenait bien là, le message dans cette capsule-là. Donc ça, c'est disponible où? T'as raison.ca, puis la vidéo, c'est l'humoriste Coco Biliveau qui a accepté là, de faire la vidéo. Donc, on invite les gens à aller voir le site. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Les organismes, nos coordonnées sont là. Que ce soit un des 3 organismes pro-choix qui contactent, on va répondre à leurs questions. Puis on est là pour eux autres. Puis comme on disait, c'est une grossesse sur 2 qui n'est pas prévue. Hein? Ouais, puis une femme sur 3 qui va vivre un avortement au cours de sa vie. Donc ils ont besoin d'avoir des groupes qui sont vraiment là pour eux autres, à l'écoute, sans jugement. On a besoin d'en parler, oui, c'est ça. Hein? Puis de ne pas garder ça tabou. Donc, super important. Alors, t'as raison.ca, sinon de rejoindre SOS Grossesse, que ce soit via Internet, par téléphone et tout ça, on vous trouve facilement. Est-ce que tu veux rappeler le numéro de téléphone, Pascal? Oui, dans le fond, 819-822-1181 ou dans le 1-877-822-1181 sans frais si la personne a besoin. Donc, c'est important, nous, c'est SOS Grossesse Estrie. Donc, les gens de l'Estrie doivent communiquer avec c'est ça, le bon organisme parce qu'il y a SOS Grossesse de Québec qui existe également. Voilà. Donc, faites en sorte de tomber en Estrie, c'est toujours mieux. Alors, je te remercie vraiment beaucoup, Pascal, d'avoir été là au bout du fil pour cette entrevue. Oui, bien écoute, si jamais il y a des gens qui se posent des questions ou ils ont besoin de parler, on les invite à nous contacter, que ce soit des proches, que ce soit la personne elle-même. Puis nous, on continue nos services, on va monter éventuellement un atelier post-avortement. Ça a été une demande de la communauté. Ah, donc, c'est des femmes qui ont vécu un avortement. Au printemps, on espère peut-être cet hiver que ce soit prêt. Donc, on a plein de projets. On essaie on est ouverte aux besoins de la population. Super. Donc, vous contactez aussi, si on veut s'impliquer auprès de l'organisme SOS Grossesse, de vous contacter sans problème. Merci beaucoup, Pascal. Je vais te laisser. Ça fait plaisir. Passe une belle fin de journée. Toi aussi. À bientôt. Au revoir. Alors, c'était Pascal Hamel, directrice de SOS Grossesse, et on revient au studio pour la dernière partie de l'émission pour parler un peu plus de l'Arche de l'Estrie. Valérie, je vais te demander de rapprocher ton micro. Valérie est toujours avec moi en studio. Alors, directrice de l'Arche de l'Estrie, on a dit en début d'émission que c'est en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH, mais qu'est-ce que vous faites spécifiquement, l'Arche de l'Estrie? Bien, en fait, de façon plus large, on est en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH, mais aussi aux gens qui vivent avec l'hépatite C. Oh. Donc, on fait de l'accessibilité au traitement pour la guérison de l'hépatite C. C'est quand même important de le mentionner, même si on mettait beaucoup l'accent sur la journée mondiale de lutte au VIH. Il y a quand même ce volet-là auquel... C'est un volet un peu plus récent, mais on s'entend que l'hépatite C, c'est quand même assez répandu. Oui, malgré qu'on peut guérir de l'hépatite C, mais justement, vous les accompagnez là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a vraiment quelqu'un qui les prépare au traitement, on les accompagne et ensuite, jusqu'à la réponse finale d'une guérison complète, là, il y a une intervenante qui peut les soutenir via le projet C qu'on appelle, là, qui est un projet un peu plus distinctif là, à l'Arche, finalement. Sinon, dans les services qu'on a, c'est vraiment du soutien donc pour la santé globale en général. On va faire de l'intervention individuelle, donc du soutien individuel ou de groupe. On va offrir des transports pour les rendez-vous médicaux. C'est sûr qu'à partir du moment où on a des rendez-vous puis que c'est difficile de s'y rendre, bien, c'est sûr que les traitements ne sont pas aussi efficaces. Donc, on offre le transport gratuitement, que ce soit par l'équipe d'intervention ou par l'équipe de bénévoles qu'on a. Donc, si des gens qui nous écoutent, j'en profite. T'en profites? Bien, c'est parfait, oui. Donc, tu disais des bénévoles transporteurs. Oui, exactement. On est toujours à la recherche de bénévoles transporteurs. C'est une belle occasion de pouvoir avoir un temps privilégié auprès de nos membres, avoir des belles discussions, faire des échanges là, qui souvent s'avèrent être super riches puis constructifs. Donc, c'est une belle façon de s'impliquer et d'avoir un contact auprès de nos membres.
C'est sûr qu'il y a une compensation au niveau du kilométrage, quand même important de le mentionner. Là. C'est pas complètement... c'est pas bénévole et sans compensation. Donc, il y a ça aussi là, surtout qu'on avec a. Le prix de l'essence en ce moment. Tout à fait. On s'adapte. Effectivement. Dans les autres services qu'on a, on a le milieu de vie. Donc, c'est un centre de jour. Si on veut, les gens peuvent se présenter, parler à une intervenante, utiliser Internet, téléphone, venir discuter, que ce soit des enjeux en lien avec le VIH ou d'autres enjeux de leur vie au quotidien. On est présent aussi pour eux. Prendre un café. Tout à fait. Prendre une petite pause. Oui, prendre un petit moment là dans... Puis tu sais, on a fait l'acquisition d'une maison il y a 4 ans aussi, donc c'est vraiment un lieu... maison. Exact, un lieu chaleureux, on est bien. Donc quand les gens viennent, c'est notre souhait qu'ils puissent se sentir un peu comme à la maison aussi. Oui, effectivement. On fait aussi de la défense de droits et de la sensibilisation parce que tout un volet légal au VIH. Donc, on s'assure que leurs droits sont respectés. On n'en a pas parlé, là, mais je prendrai le temps d'en parler. Hein. On parle de ça au niveau de la défense des droits, là, au niveau de la confidentialité. Hein. Tu sais, quand quelqu'un, on apprend, par exemple, que quelqu'un dans notre entourage vit avec le VIH. Oui. Bien, en fait, c'est un statut qui est confidentiel. Donc, la personne a le droit à sa confidentialité parce qu'il y a quand même plusieurs enjeux et de risques de discrimination quand le statut est divulgué. Oui. Puis au niveau légal, il y a vraiment quelque chose là, qui est prévu à cet effet-là. Donc, si les gens divulguent sans le consentement, il peut y avoir des mesures légales qui puissent être entreprises envers les gens qui ont divulgué un statut à l'encontre du désir de la personne qui est porteuse. Donc, il y a tout ce volet-là qui est important. En même temps, il faut aussi se rappeler, on fait un lien avec notre I égale I tout à l'heure. Fait que quand les gens sont indétectables, ils ne transmettent pas. Donc, il n'y a aucun risque à pouvoir côtoyer des gens, des amis, des collègues de travail. Fait que c'est pas une raison pour être en protection. C'est souvent ce qu'on entendait. On voulait protéger les autres si jamais il arrivait quelque chose, mais ça n'a pas sa raison d'être. Tu fréquentes telle personne. Moi, j'ai entendu dire, qu'elle était séropositive. Non, vous faites pas ça. On peut pas faire ça, effectivement. Là, tu sais, au même titre qu'on ne parle pas d'un diabète ou d'un cancer ou d'une chlamydia de quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement divulguer. Le VIH, c'est considéré comme une maladie chronique, donc c'est pas quelque chose qu'on divulgue à tout le monde comme ça. Donc, il y a tout ce volet-là là, pour le travail, entre autres, parce qu'il y a encore des enjeux... l'accessibilité à l'emploi pour les gens qui vivent avec le VIH. Donc, on s'assure que les droits sont respectés, puis beaucoup en partenariat avec la COCSIDA qui ont un volet, un faux droit. Fait que si les gens ont des questions, ils peuvent, nous contacter, mais il y a vraiment un volet légal là, à la COCSIDA. Des spécialistes et tout ça. Des avocats, des juristes qui sont là pour répondre aux questions puis pour pouvoir donner de l'information juste. Donc, la COCSIDA, c'est une coalition... d'organismes en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH. Pour le Québec, exactement. Au niveau national, oui, c'est ça, au niveau du Québec. Oui. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on peut avoir une information juste au niveau légal. Et au niveau, tu disais, tu veux-tu continuer? Y a-tu d'autres éléments? Bien, il y a la sensibilisation, évidemment. Là, l'objectif est toujours de défaire les préjugés puis de s'assurer que les gens ne vivent pas de discrimination partout où ils vont, dans leur quotidien. Donc, c'est vraiment un enjeu sur lequel on mise beaucoup. Comme on a parlé que l'espérance de vie est la même que la population en général, bien, l'enjeu est beaucoup au niveau social et relationnel. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il reste encore beaucoup de portes à franchir ou à défoncer, tout dépendamment. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, là, ce qui explique beaucoup la raison d'être de l'Arche, là, présentement. Bien sûr. Donc, la peur de se faire juger, la peur, justement, de divulguer son statut, puis là, de se retrouver dans une situation délicate, quand, dans le fond, on s'entend, là, ça pue lieu d'être. Tu sais, la majorité des préjugés, que ce soit la peur, c'est ça, que quelqu'un d'autre, que quelqu'un qu'on côtoie l'est, ou etc., là, tu sais, donc, mais ça reste, hein, il y a comme un stigma quand même qui reste. Et ce que vous avez fait dans la ville, en lien avec le 1er décembre et tout ça, puis en lien avec la sensibilisation, c'est quoi, Valérie? Oui, bien en fait, il y a eu des affiches pendant 3 semaines, puis il reste encore une semaine, là, c'est jusqu'à ce week-end, si vous voulez aller sur les abribus numériques, on a vraiment des affiches là, qui mentionnent que le VIH existe encore, parce qu'on a tendance à croire que c'est
plus nécessairement d'actualité, puis qu'il y en a moins, mais il y a quand même une recrudescence, là, comme on disait tout à l'heure. Fait qu'on a fait ça sur les panneaux lumineux des abribus et aussi sur les affiches de la ville. Vous avez peut-être vu passer le même message. Donc, on essaye vraiment de sensibiliser les gens au fait que, malgré le fait qu'on en parle très peu dans les médias ou dans la société en général, bien, ça existe toujours. Mm-hmm. Puis il faut aller de la prévention ou du dépistage pour pouvoir enrayer ça le plus possible, là, effectivement, le souhait, ce serait que ce soit histoire du passé, là, la transmission du VIH. C'est vrai, malheureusement. Mais malheureusement, il y a encore, comme on disait, des gens, c'est ça, qui le contractent, donc, à chaque année. Donc, à l'Argelestrie, on reçoit du soutien, c'est chaleureux, mais on peut faire aussi des activités, on peut rencontrer des gens, participer à toutes sortes d'activités, loisirs, qu'ils soient ludiques ou de loisirs, pour briser l'isolement, qu'il y ait aussi des ateliers d'information, que ce soit sur différents sujets, mais aussi en lien avec le VIH. C'est important, même pour nos membres et la population. C'est des informations qui se renouvellent régulièrement, fait que c'est important de faire des ateliers à ce niveau-là. Oui, il y a plusieurs activités à cet effet-là. Donc, un lieu confidentiel d'échange, puis où est-ce qu'on peut, c'est ça, entre les pairs, entre les personnes, entre les membres, ils peuvent s'échanger, parler de leur réalité et tout ça, parce que malgré qu'ils puissent vivre avec le VIH, bien, ils ont toutes des vies, des vécus différents, des projets, des rêves différents, donc c'est très varié. Hein? Oui, tout à fait. Mis à part le VIH, c'est leur seul point en commun pour plusieurs, là, fait que ça devient un lieu aussi où ils n'ont pas besoin de se cacher ou d'avoir à nommer, où ils peuvent vraiment être eux-mêmes en toute intégrité là, dans nos locaux, ça, c'est sûr. Bon, mais merci Valérie, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir à l'émission J'aime le communautaire aujourd'hui. Merci Claudia, ça me fait plaisir. Et bien, c'était l'avant-dernière émission, hein. Notre dernière émission, c'est la semaine prochaine et on va parler d'engagement bénévole